La serveuse est restée figée en entendant sa chanson d'enfance dans le manoir du millionnaire. Le soleil se couchait sur les collines verdoyantes qui entouraient le château Delcourt, teintant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Claire Moreau, perchée sur ses talons inconfortables, tirait nerveusement sur les manches de son uniforme noir et blanc tout neuf. 28 ans, et la voilà qui tremblait comme une gamine à son premier jour d'école. « Allez, ma grande, ce n'est qu'un boulot de serveuse de plus », murmura-t-elle, pour se donner du courage. Mais ce n'était pas n'importe quel boulot de serveuse. Le château Delcourt, joyau architectural des environs de Lyon, appartenait à François Delcourt, magnate de l'industrie vinicole française, et ce soir, il recevait le gratin de la société lyonnaise. Claire inspira profondément avant de franchir la porte de service. La cuisine bourdonnait comme une ruche, des chefs s'affairaient autour des fourneaux, des commis tranchaient, émulsionnaient, dressaient. « Ah, te voilà enfin !» lança Madame Rousseau, la gouvernante, une femme austère, à la posture impeccable. « Tu es la dernière arrivée. Donc tu t'occuperas du salon bleu et de la bibliothèque. Ne renverse rien, ne casse rien. Et surtout, reste discrète. Monsieur Delcourt déteste qu'on le dérange quand il reçoit. » Claire hocha la tête, mémorisant chaque instruction. C'était sa chance. Ce travail, après des années à enchaîner les petits boulots, elle avait enfin trouvé une place stable, avec un salaire décent, de quoi peut-être, enfin, construire quelque chose qui ressemble à une vie. Claire eut un sourire amer. Quelle vie! La sienne commençait à 5 ans, sur les marches de l'orphelinat Sainte-Lucie. Avant, c'était le néant. Un trou noir que même les psychologues n'avaient jamais réussi à éclairer. Pas de parents, pas de souvenirs, juste un prénom brodé sur un manteau trop grand. Claire, elle n'avait même pas de vrai nom de famille. Moreau lui avait été attribué administrativement, comme on pose une étiquette sur un colis sans destinataire. Les coupes de champagne pour le salon bleu, annonça un serveur en lui tendant un plateau argenté. Claire se redressa, plaqua un sourire professionnel sur son visage et entreprit de naviguer à travers les couloirs du château. Le parquet ciré reflétait la lumière des lustres en cristal, des tableaux de maîtres ornèrent les murs. Claire se sentait minuscule. Insignifiante dans ce décor grandiose qui respirait l'histoire et le privilège, dans le salon bleu, une dizaine d'invités discutaient par petits groupes. Claire se glissa entre eux comme une ombre, proposant les coupes avec une discrétion appliquée. Personne ne la remarquait. C'était son talent, après tout. Passer inaperçue, se fondre dans le décor, à l'orphelinat, puis en famille d'accueil, puis dans la vie. Être transparente était parfois une bénédiction. Son service terminé dans cette pièce. Elle se dirigea vers la bibliothèque. Le couloir était désert, baigné dans une semi-pénombre feutrée. C'est là qu'elle l'entendit. Une mélodie, des notes de piano, douces, mélancoliques, qui s'échappèrent d'une porte entr'ouverte. Claire s'immobilisa, son cœur se mit à battre à tout rompre. Cette mélodie, elle la connaissait par cœur, sans réfléchir. Elle s'approcha, comme attirée par un aimant invisible. La mélodie s'intensifiait. Chaque note résonnait en elle comme un écho lointain, réveillant quelque chose d'enfoui, de profondément enfoui. Dodo, l'enfant d'eau. Non. Ce n'étaient pas les paroles exactes, mais le rythme était similaire. Une berceuse qu'on lui avait chantée. Quand, où, par qui? Claire poussa légèrement la porte. À l'intérieur, un vaste bureau aux murs tapissés de livres, et au centre, un homme assis devant un piano à queue noire, ses doigts dansaient sur les touches avec une grâce à la fois experte et douloureuse. François Delcourt, Claire le reconnut immédiatement, grand, élégant dans son costume sur mesure, les cheveux poivre et sel impeccablement coiffés. Mais ce qui la frappa, ce fut l'expression sur son visage, une tristesse infinie, comme s'il jouait pour quelqu'un qui n'était plus là pour l'entendre. La mélodie continuait, enveloppante, hypnotique. Claire sentit ses mains trembler, des images floues qu'on a traversées son esprit, des bras qui l'entourent, une voix douce qui chante, une odeur de vanille, un médaillon en forme de cœur. Le plateau qu'elle tenait lui échappa des mains. Le fracas du métal heurtant le sol et des coupes de cristal se brisant résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce feutrée. Le pianiste s'interrompit net, se tournant vers la source du bruit. Les yeux gris acier de François Delcourt se posèrent sur Claire.
Elle aurait voulu disparaître, s'évaporer, s'enfuir, mais son corps refusait d'obéir, figé sur place comme une statue de sel. « Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas. Je vais nettoyer tout de suite, » balbutia-t-elle, s'agenouillant pour ramasser les débris de verre. « Laissez, » dit-il d'une voix étonnamment douce. Il se leva du piano et s'approcha. « Vous vous êtes coupé. » Claire secoua la tête, incapable de parler. La mélodie résonnait encore dans sa tête, comme un écho entêtant. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-il, l'observant avec une intensité troublante. « Oui, monsieur, c'est mon premier jour. Votre nom, Claire Moreau ?» Quelque chose passa dans le regard de l'homme, une étincelle fugace, de la surprise, de la reconnaissance. « Est-ce que... tout va bien, mademoiselle Moreau? Vous êtes pâle ?» Claire s'efforça de retrouver une contenance. « Oui, c'est juste que... cette mélodie que vous jouiez... » Les yeux de François Delcourt s'écarquillèrent légèrement. « Vous la connaissez ?» Le ton de sa voix avait changé, plus incisif, plus intense. « Je ne sais pas. Elle me semble familière, comme si... » « Comme si quoi ?» insista-t-il, s'approchant encore. Claire hésita. Comment expliquer l'inexplicable? Cette sensation viscérale, ce vertige, ces fragments d'images qui n'avaient aucun sens, comme si je l'avais entendu dans une autre vie, murmura-t-elle finalement. François Delcourt resta immobile, le visage soudain vidé de toute couleur. Il la fixait comme s'il voyait un fantôme. « Monsieur, vous allez bien ?» s'inquiéta Claire. Il sembla revenir à lui, clignant plusieurs fois des yeux. « Oui, pardonnez-moi, c'est juste que cette mélodie est très personnelle. Personne ne devrait la connaître en dehors d'eux. » Il s'interrompit, secouant légèrement la tête. « Ce n'est rien, un hasard sans doute. » Mais son regard disait autre chose. Son regard ne quittait plus Claire, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits, dans ses gestes. « Retournez à votre service. »« Mademoiselle Moreau, ne vous inquiétez pas pour les verres, quelqu'un s'en occupera. » Claire hocha la tête, encore troublée, et recula vers la porte au moment où elle allait sortir. Sa voix la retint. « Mademoiselle ?» Elle se retourna. « Oui. »« Monsieur, passez à mon bureau demain matin, 10 heures. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre. « Bien, monsieur. » Elle referma doucement la porte derrière elle et s'adossa au mur du couloir, le cœur battant. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi cette mélodie l'avait-elle bouleversée à ce point? Et pourquoi François Delcourt l'avait-il regardée comme ça, de l'autre côté de la porte? Le piano resta silencieux, mais dans sa tête, Claire entendait encore la mélodie, douce et lancinante. Une mélodie qui semblait venir d'un passé qu'elle avait oublié, mais qui, apparemment, ne l'avait pas oublié. Claire n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Dans son modeste studio du centre de Lyon, elle avait tourné et retourné dans son lit. Cette mélodie lancinante résonnant dans sa tête comme un écho obsédant. Pourquoi cette simple succession de notes l'avait-elle bouleversée à ce point? Et pourquoi François Delcourt avait-il réagi si étrangement? À 9h30, elle était déjà devant les grilles du château Delcourt. Son cœur battant la chamade, elle avait opté pour une tenue simple mais soignée. Un jean, un chemisier blanc et une veste légère, professionnelle, mais pas trop formelle. Après tout, elle ignorait encore la raison de cette convocation. Le gardien la reconnut et lui ouvrit sans poser de questions. Cette fois, Claire eut le loisir d'observer l'imposante bâtisse en plein jour. Le château datait du XVIIIe siècle, un joyau architectural aux pierres dorées si caractéristique de la région lyonnaise. Le jardin, impeccablement entretenu, s'étendait à perte de vue. Des massifs de roses blanches bordaient l'allée principale. Rose blanche, une image fugace traversa l'esprit de Claire. Une petite fille courant entre des rosiers, l'odeur enivrante des fleurs, un rire cristallin. Elle secoua la tête, ces derniers temps. Son imagination lui jouait des tours. Madame Rousseau l'attendait dans le hall d'entrée, toujours aussi rigide dans son tailleur gris. « Suivez-moi, monsieur, vous attend dans son bureau. » Claire lui emboîta le pas, s'efforçant de contrôler sa nervosité. Allait-elle être renvoyée pour son impair de la veille? Après tout, elle avait brisé plusieurs coupes en cristal sans doute hors de prix. Le bureau de François Delcourt était différent en plein jour, lumineux, spacieux, avec ses hautes fenêtres donnant sur le parc.
Des bibliothèques en acajou couvraient les murs du sol au plafond. Le piano à queue trônait toujours au centre. Instrument magnifique dont la simple vue provoqua un frisson chez Claire, François Delcourt se tenait debout près d'une fenêtre, contemplant le jardin. Il se retourna à leur entrée. « Merci, Madame Rousseau. Vous pouvez nous laisser. » La gouvernante s'inclina légèrement et sortit, refermant la porte derrière elle. Un silence pesant s'installa. François observa Claire pendant ce qui lui parut une éternité. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son regard, un mélange de curiosité et de... Était-ce de l'espoir? « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il enfin, désignant un fauteuil en cuir. Claire s'exécuta, raide comme un piquet. « Monsieur, à propos d'hier soir, je tiens à m'excuser. Je suis vraiment désolée pour les vers. Il l'interrompit d'un geste de la main. « Ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. » Il s'assit à son tour et ouvrit un tiroir de son bureau. Il en sortit un cadre photo qu'il contempla un instant avant de le poser face à Claire. « Regardez cette photo, s'il vous plaît. » Claire se pencha. La photographie, légèrement jaunie par le temps, montrait une petite fille d'environ 5 ans, debout devant un piano, à ses côtés, une femme jeune et élégante, dont le sourire illuminait le visage. La fillette avait de grands yeux clairs et des boucles châtains qui encadraient son visage. Claire sentit sa gorge se nouer. Cette petite fille, il y avait quelque chose de familier dans ses traits. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Ma fille, Sophie. » La voix de François vibrait d'une émotion contenue. « Et mon épouse, Élise. Cette photo a été prise il y a 23 ans, une semaine plus tard. » Sophie disparaissait. Claire releva la tête. Choquée. « Disparue, vous voulez dire ? Kidnappée. Nous n'avons jamais su. » Il passa une main lasse sur son visage. Elle était dans le jardin, jouant près des rosiers. Élise préparait le goûter. Quand elle est revenue, Sophie n'était plus là. Nous avons remué ciel et terre. Police. Détective privé. Appel à témoins. Rien. Sophie s'était volatilisée. Une douleur immense transparaissait dans chacun de ses mots. Une blessure qui, même après 23 ans, n'avait jamais cicatrisé. « Je suis désolée », murmura Claire, sincèrement émue. « Mais, pardonnez-moi, quel rapport avec moi ?» François se leva et marcha jusqu'au piano. Il effleura les touches du bout des doigts, sans appuyer. La mélodie que vous avez entendue hier soir, Élise l'avait composée spécialement pour Sophie. Elle la lui chantait chaque soir avant de s'endormir. Personne d'autre ne la connaissait. C'était notre petit secret familial. Il se tourna vers Claire, le regard intense. « Alors expliquez-moi comment vous pouvez la connaître. » Claire sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Je ne sais pas. Peut-être l'ai-je entendu quelque part. Impossible. Élise ne l'a jamais enregistré, jamais partagé. Et après la disparition de Sophie, je n'ai plus jamais joué cette mélodie en public. Hier soir était... » Il hésita. Un moment de faiblesse. L'anniversaire de Sophie. Il revint s'asseoir, fixant Claire avec une intensité troublante. « Parlez-moi de vous, Claire, de votre enfance, de votre famille. » La requête semblait si incongrue que Claire resta sans voix un instant. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi à l'orphelinat Sainte-Lucie, à Lyon. J'y suis arrivée à l'âge de 5 ans, avant. » Elle haussa les épaules. « Avant, c'est le noir total. Je n'ai aucun souvenir. » François se pencha légèrement en avant. « Comment êtes-vous arrivé à l'orphelinat ?»« Mais, apparemment, quelqu'un m'a déposée devant la porte, au petit matin. J'étais malade, fiévreuse. Je ne parlais pas. Je ne réagissais presque pas. Les seules informations que j'avais étaient le prénom, Claire, brodé sur mon manteau. Aucun papier. Aucune indication sur mon identité. Et ensuite... La police a enquêté, bien sûr, mais personne ne m'a jamais réclamé. J'ai été déclarée pupille de l'État. J'ai vécu à Sainte-Lucie jusqu'à mes 18 ans, puis j'ai dû me débrouiller seule. » Elle eut un sourire sans joie. « Ce n'est pas une histoire très originale. » François sortit un autre document de son tiroir, une coupure de journal jauni. « Regardez la date. Claire obéit, 28 septembre 2002. C'est l'article sur la disparition de Sophie. » expliqua François. « Quelle est votre date de naissance, Claire ?»« Enfin, ma date estimée, le 3 octobre 2002, c'est la date à laquelle j'ai été trouvée. Les médecins ont estimé que j'avais environ 5 ans. » François ferma les yeux un instant, comme assailli par une émotion trop forte.
5 jours après la disparition de Sophie, un silence lourd tomba sur la pièce. Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Ce que François Delcourt insinuait était tellement impossible. Et pourtant, cette mélodie, ces dates, vous pensez que je pourrais être? Non, c'est absurde. Est-ce si absurde? Murmura François. Vous avez le même âge, la même silhouette, et vous connaissez une mélodie que personne ne pourrait connaître. Claire se leva brusquement. Monsieur Delcourt, je comprends votre douleur. Vraiment, mais je ne suis pas votre fille. Je suis désolée. Elle se dirigea vers la porte, bouleversée, mais la voix de François la retint. J'aimerais faire un test ADN. Claire s'immobilisa, la main sur la poignée de la porte. Vous n'êtes pas obligée d'accepter. Poursuivit-il doucement. Je comprendrai votre refus. Mais si vous êtes Sophie, ne voudriez-vous pas le savoir? Claire se retourna lentement. Et si je ne suis pas Sophie, si tout ceci n'est qu'une cruelle coïncidence, alors nous saurons, et nous pourrons chacun continuer notre chemin. Depuis la porte entr'ouverte du bureau, une silhouette féminine observait la scène, le visage crispé d'inquiétude. Véronique Delcourt, la sœur de François, n'avait pas perdu une miette de l'échange. Ses doigts se crispèrent sur le cadre de la porte quand elle entendit Claire répondre « D'accord, faisons ce test ». Véronique recula silencieusement dans l'ombre du couloir, le cœur battant. Après 23 ans, son secret le plus terrible risquait d'éclater au grand jour. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'étrange entrevue dans le bureau de François Delcourt. 3 jours pendant lesquels Claire avait oscillé entre l'excitation vertigineuse et le doute paralysant. Et si c'était vrai? Et si elle était réellement cette petite Sophie disparue? Mais comment était-ce possible? Qui l'aurait enlevée? Et pourquoi? François l'avait officiellement engagée comme assistante personnelle, un prétexte transparent pour la garder près du château, pendant que les analyses ADN suivaient leur cours. Elle avait accepté, poussée par une curiosité plus forte que sa raison. Ce matin-là, elle déambulait dans les jardins du château, profitant d'une rare pause dans ses nouvelles fonctions. Le soleil printanier baignait les parterres de fleurs. Claire s'arrêta devant un massif de roses blanches, leur parfum subtil l'enveloppant comme une caresse. Une petite fille aux boucles châtains court entre les rosiers. « Maman, j'ai trouvé la plus belle. » Claire tressaillit. Ses flashs devenaient plus fréquents, plus précis. Étaient-ce des souvenirs qui remontaient, ou son imagination qui s'emballait, nourrie par les récits de François et les photos de Sophie qu'il lui avait montrées? Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Claire sursauta. Un vieil homme se tenait à quelques pas, appuyé sur un sécateur. Son visage buriné par le soleil était sillonné de rides. Mais ses yeux bleus pétillaient d'intelligence. « Pardon, je ne voulais pas vous effrayer, » s'excusa-t-il. « Je suis Étienne Leblanc, le jardinier. » Claire Moreau, se présenta-t-elle en lui serrant la main. La nouvelle, assistante de Monsieur Delcourt. Le vieil homme eut un sourire énigmatique. « Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous aimez les roses blanches. »« Elles me rappellent quelque chose, » répondit Claire distraitement. « Une odeur familière, comme un souvenir d'enfance. » Étienne l'observa attentivement. Ces roses étaient les préférées de Madame Élise. Elle venait souvent ici avec la petite Sophie. Il hésita un instant. « Vous lui ressemblez, vous savez, à Madame Élise. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Vous travailliez déjà ici, à l'époque. »« Oh oui, j'ai vu ce château passer par toutes les saisons, les joyeuses et les tristes. » Son regard se voila. Le jour où Sophie a disparu était le plus triste de tous. Ce château n'a plus jamais été le même, jusqu'à maintenant peut-être. Il lui adressa un clin d'œil avant de s'éloigner. Laissant Claire troublée par cette rencontre, à l'intérieur du château, Véronique Delcourt observait la scène depuis une fenêtre du premier étage, les lèvres pincées en une ligne mince. La conversation entre Claire et le vieux jardinier l'inquiétait. Étienne avait toujours été trop observateur, trop bavard. La porte de son bureau s'ouvrit sans qu'on ait frappé. François entra, un dossier à la main. « Tu pourrais frapper, mon cher frère », lança-t-elle d'un ton léger qui contrastait avec la tension de son corps. François ignora la remarque. « Je voulais te parler de Claire, ta nouvelle protégée. » Le sarcasme était évident. « Ou devrais-je dire, ta supposée fille retrouvée. » François serra les poings. « Tu n'as pas à être aussi cynique, Véronique. Les coïncidences sont troublantes. »« Des coïncidences, c'est tout ce que c'est, » répliqua-t-elle sèchement. « Cette fille est une opportuniste, François. Elle a flairé l'argent.
Elle n'a jamais demandé un centime. C'est moi qui ai insisté pour le test ADN. Véronique s'approcha de son frère, posant une main sur son épaule. Son visage s'adoucit en une expression de compassion étudiée. « Je comprends ta douleur, François. Après toutes ces années, tu veux encore croire qu'un miracle est possible. Mais cette Claire, elle débarque de nulle part. Prétend reconnaître une mélodie que, soit dit en passant, elle a très bien pu entendre quand tu la jouais à d'autres occasions. Je n'ai jamais joué cette mélodie en public, insista François. Es-tu absolument certain, en 23 ans? Jamais. Elle sourit tristement. La mémoire est sélective, tu sais, surtout quand on veut désespérément croire à quelque chose. Le doute vacilla dans les yeux de François. Véronique poursuivit son avantage. Et cette histoire d'orphelinat? As-tu vérifié? As-tu demandé des preuves? Des documents? Les analyses ADN nous diront la vérité, répondit François. Mais sa voix manquait de conviction. Bien sûr, Véronique haussa les épaules. En attendant, je vais faire quelques recherches sur mademoiselle Moreau, par simple prudence. François fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Juste m'assurer qu'elle est bien ce qu'elle prétend être, une simple orpheline sans histoire. Elle lui adressa un sourire rassurant. C'est pour te protéger, François. Je ne voudrais pas que tu souffres davantage. Dans le salon principal du château, Claire époussetait machinalement les étagères remplies de bibelots précieux. Son esprit était ailleurs, explorant les fragments de souvenirs ou d'impressions qui remontaient à la surface. L'odeur de vanille qui flottait dans la cuisine lui avait provoqué un autre flash. Une femme aux longs cheveux châtains, penchée sur un plan de travail, remuant quelque chose dans un bol. « Viens goûter, ma chérie, c'est la recette de grand-mère. » Claire secoua la tête. Était-elle en train de devenir folle, de s'inventer des souvenirs à partir des photos et des récits de François? Vous semblez perdu dans vos pensées. Claire sursauta pour la deuxième fois de la journée. Véronique Delcourt se tenait dans l'embrasure de la porte. Élégante dans son tailleur gris perle, Claire ne l'avait rencontrée que brièvement. Lors de son embauche officielle, la sœur de François l'avait à peine regardée, se contentant d'un hochement de tête distant. « Excusez-moi, Madame Delcourt, j'étais distraite. J'ai cru comprendre que mon frère vous avait engagée comme assistante. » Le ton de Véronique laissait entendre tout le scepticisme qu'elle plaçait dans ce titre. « C'est exact, » répondit Claire, mal à l'aise sous le regard scrutateur de cette femme. « Et avant cela, vous étiez serveuse, c'est bien ça. Une belle promotion en si peu de temps. » Véronique s'avança dans la pièce, effleurant du bout des doigts un vase de porcelaine. François a toujours eu un faible pour les causes perdues. Claire sentit la morsure de l'insulte, mais garda son calme. « Je fais de mon mieux pour mériter sa confiance. J'en suis certaine. » Véronique sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon frère est un homme généreux et vulnérable. Il n'a jamais surmonté la disparition de sa fille, vous savez, ni la mort de sa femme 2 ans plus tard. Je suis désolée, » murmura Claire. « Ça a dû être terrible. Terrible. Oui. » Les yeux de Véronique se durcirent. « C'est pourquoi je suis, disons, protectrice envers lui. Je n'aimerais pas que quelqu'un profite de sa vulnérabilité. » La menace était à peine voilée. Claire redressa les épaules. « Je n'ai rien demandé à votre frère, Madame Delcourt. C'est lui qui est venu vers moi. » Bien sûr. Véronique s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de Claire. « Un dernier conseil. Ma chère, ne vous attachez pas trop à ce château, ni à ses habitants. Les tests ADN vont bientôt révéler que vous n'êtes qu'une étrangère ici. Et alors, vous repartirez comme vous êtes venue. » Sur ces paroles, elle tourna les talons et quitta la pièce. Laissant Claire tremblante de colère et d'appréhension, le soir venu, Véronique s'enferma dans son bureau personnel. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « C'est moi », dit-elle à voix basse quand on décrocha. « Nous avons un problème. Je crois qu'elle est revenue. » Un silence à l'autre bout de la ligne, puis une voix masculine, tendue. « Impossible. Nous nous en sommes assurés. » « Apparemment pas assez bien, » siffla Véronique. Elle ressemble à Élise. Elle reconnaît la mélodie et les dates correspondent. François a commandé un test ADN. « Merde, » jura l'homme. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Véronique réfléchit un instant. « Pour l'instant, je vais semer le doute. Faire croire qu'elle est une arriviste. J'ai des contacts qui peuvent fabriquer un passé compromettant. Et si le test est positif, Véronique serra le téléphone à en faire blanchir ses jointures. Alors nous passerons au plan B,
Parce que si elle retrouve la mémoire, nous sommes finis, tous les deux. L'orphelinat Sainte-Lucie se dressait au cœur du vieux Lyon, bâtiment austère en pierre grise qui semblait appartenir à un autre siècle. Claire hésita un instant devant le portail en fer forgé. Cela faisait 10 ans qu'elle n'y avait pas mis les pieds. 10 ans à essayer d'oublier l'enfance passée entre ces murs, ni heureuse, ni malheureuse, simplement incomplète, comme si sa vie avait commencé au milieu d'une phrase dont elle ignorait le début. François avait insisté pour qu'elle revienne ici, pour qu'elle interroge son passé pendant que les résultats du test ADN se faisaient attendre. Chaque détail compte, avait-il dit. Claire avait accepté, plus pour elle-même que pour lui. Elle pressa la sonnette. Le grésillement familier lui noua l'estomac. La porte s'ouvrit sur sœur Catherine, plus voûtée et plus ridée que dans ses souvenirs, mais avec ce même regard bienveillant qui avait été le seul véritable réconfort de son enfance. « Claire !» s'exclama la vieille religieuse, son visage s'illuminant. « Quelle joie de te revoir, mon enfant !» Elles s'étreignirent longuement. L'odeur de savon à la lavande et d'amidon que dégageait la religieuse était exactement la même qu'autrefois. Claire se sentit redevenir, l'espace d'un instant, la petite fille perdue qu'elle avait été. « Entrez, entrez !» dit sœur Catherine en s'effaçant. « Je viens de faire du thé. » L'intérieur de l'orphelinat n'avait guère changé. Les mêmes couloirs aux murs écaillés, les mêmes parquets qui grinçaient, les mêmes odeurs de cire et de soupe. Des voix d'enfants résonnaient quelque part, rappelant à Claire que la vie continuait ici, immuable, dans le petit bureau de sœur Catherine. Elles s'installèrent face à face. La religieuse servit le thé dans des tasses ébréchées. « Vous n'avez pas changé, ma sœur, » sourit Claire. « Toi non plus. » « Au fond, » répondit sœur Catherine en l'observant attentivement. « Toujours ce regard qui cherche, qui questionne. » Claire acquiesça doucement. « C'est justement pour ça que je suis venue. Pour des questions sur mon arrivée ici. » Sœur Catherine posa sa tasse. Soudain sérieuse, « Je me demandais quand tu reviendrais pour ça. Vous vous souvenez du jour où je suis arrivée ? Comme si c'était hier, » murmura la religieuse. « C'était un matin d'octobre. Je venais d'ouvrir les portes quand j'ai trouvé ce petit paquet sur le perron. Toi, tu étais roulée en boule, tremblante de fièvre, à demi consciente. Tu portais un manteau bleu nuit, trop grand pour toi, avec le prénom Claire brodé à l'intérieur. » Claire frissonna. Elle avait entendu cette histoire des dizaines de fois, mais jamais elle n'avait semblé aussi réelle. Je parlais, je disais quelque chose. Sœur Catherine hésita, comme si elle pesait ses mots. Tu fredonnais, la même mélodie, encore et encore, une berceuse, je crois. Et parfois, dans ton délire, tu appelais « Maman ». Le cœur de Claire se serra. C'est tout, pas de nom, pas d'indice sûr, qui j'étais. Tu es restée dans cet état pendant presque une semaine, quand la fièvre est enfin tombée. Tu ne te souvenais de rien, ni de ton nom, ni de tes parents, ni de ton arrivée ici. Les médecins ont parlé d'amnésie traumatique. La police a enquêté, bien sûr, mais... Elle haussa les épaules avec impuissance. Et le manteau, vous l'avez encore. Sœur Catherine se leva et alla fouiller dans un placard. Elle en sortit un carton poussiéreux qu'elle posa sur la table. Je l'ai gardé, avec tout ce qui te concernait. Je savais que tu reviendrais un jour pour ces réponses. Avec des mains tremblantes, Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un manteau d'enfant en laine bleu nuit. Elle le souleva délicatement. Le tissu était d'une qualité évidente, malgré les années. À l'intérieur, sur l'étiquette, le prénom Claire était brodé en fil d'or. C'était un manteau coûteux, commenta sœur Catherine. Pas le genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin. La police a cherché son origine, mais sans résultat. Claire caressa l'étiquette du bout des doigts. La broderie était délicate, réalisée à la main, un travail d'amour. Mais pourquoi Claire, si elle était Sophie Delcourt? Pourquoi portait-elle un manteau avec un autre prénom? Plus elle cherchait des réponses, plus les questions se multipliaient. « Il y avait autre chose, » dit soudain sœur Catherine. « Je n'en ai jamais parlé à la police. J'aurais dû sans doute, mais... »« Quoi ?» demanda Claire, le cœur battant. La religieuse hésita, puis plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit un petit objet qu'elle tendit à Claire. Un bout de métal tordu. Claire le prit, perplexe. C'était accroché à ton manteau, un morceau d'un médaillon, je crois. Il était cassé, comme arraché. J'ai pensé que c'était peut-être important, alors je l'ai gardé.
Claire examina le fragment. C'était difficile à dire, mais il semblait effectivement faire partie d'un pendentif. « Merci », murmura-t-elle, émue par cette preuve de loyauté silencieuse qui avait traversé les années. De retour au château d'Elcourt, François attendait Claire dans son bureau, le visage grave. Il n'était pas seul. Un homme en costume sombre se tenait à ses côtés. Maître Dupont, l'enquêteur privé qu'il avait engagé. « Du nouveau ?» demanda Claire, encore troublée par sa visite à l'orphelinat. « Peut-être ?» répondit François. Il désigna un objet posé sur son bureau. « J'ai retrouvé ceci dans le grenier, parmi les affaires de Sophie. » Claire s'approcha. C'était un petit manteau d'enfant, en laine bleu nuit, presque identique à celui qu'elle venait de voir à l'orphelinat. Presque, mais pas tout à fait. Celui-ci semblait neuf, parfaitement conservé. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « C'était le manteau d'hiver de Sophie, » expliqua François. Élise en avait fait faire 2 exemplaires identiques, au cas où l'un serait abîmé ou sali. « Et le nom ?» demanda Claire, la gorge serrée. François retourna délicatement le vêtement. À l'intérieur, sur l'étiquette, était brodé en fil d'or. Sophie. C'était une idée d'Élise. Elle avait fait broder le prénom dans chaque vêtement de Sophie, pour que rien ne se perde à l'école. Claire sortit de sa poche le fragment de métal que sœur Catherine lui avait remis. « Et ceci, ça vous dit quelque chose ?» François pâlit en voyant l'objet, d'une main tremblante. Il ouvrit un tiroir et en sortit un écrin. À l'intérieur reposait un médaillon en forme de cœur. En argent, finement ciselé, il manquait un morceau, exactement la forme du fragment que tenait Claire. « Le médaillon d'Élise », murmura François. Elle l'avait offert à Sophie pour son 5e anniversaire. Elle le portait le jour de sa disparition. Claire rapprocha les 2 morceaux. Ils s'emboîtaient parfaitement. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'évidence devenait difficile à nier. Debout près de la porte entr'ouverte du bureau, Véronique assistait à la scène. Livide, elle se retira silencieusement, le cœur battant à tout rompre. Elle regagna sa chambre, verrouilla la porte et s'empara de son téléphone. « Les choses s'accélèrent », dit-elle sans préambule quand son interlocuteur décrocha. Elle a le fragment du médaillon et le manteau. François a trouvé le 2e manteau. Comment est-ce possible ? La voix masculine trahissait une panique grandissante. Je me suis débarrassée de tout. Pas assez bien visiblement, siffla Véronique. Et maintenant, il va falloir gérer les conséquences. L'enquêteur privé est déjà sur le coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Véronique réfléchit rapidement. Le détective, c'est par lui qu'il faut commencer. S'il trouve quoi que ce soit dans les archives de la police, dans les témoignages de l'époque. Je m'en occupe, promit l'homme. Un accident, peut-être, ou une somme suffisante pour qu'il perde subitement la vue. Fais ce qu'il faut, conclut Véronique avant de raccrocher. Elle se laissa tomber sur son lit, épuisée. Pendant 23 ans, elle avait vécu avec ce secret, cette culpabilité dévorante. 23 ans à être la confidente de François, l'administratrice de sa fortune, la gardienne de sa mémoire familiale. 23 ans à se persuader que ce qu'elle avait fait était nécessaire. Et maintenant, tout menaçait de s'effondrer à cause d'une garçonnette et d'un morceau de médaillon. « Je ne te laisserai pas tout détruire », murmura-t-elle, les poings serrés. Pas après tout ce temps. Une semaine s'était écoulée depuis la découverte du médaillon brisé. Une semaine d'attente fébrile, les résultats préliminaires du test ADN n'étant attendus que dans quelques jours, Claire se sentait comme en suspension. Entre 2 vies, 2 identités, était-elle Claire Moreau, orpheline sans passé, ou Sophie Delcourt, fille disparue d'une famille fortunée? Cette question la hantait, tandis qu'elle montait les escaliers grinçants qui menaient au grenier du château Delcourt. François lui avait donné carte blanche pour explorer les lieux, espérant qu'un objet, un détail, pourrait éveiller en elle des souvenirs enfouis. Le grenier était une vaste pièce mansardée où s'entassaient meubles anciens, malles poussiéreuses et cartons jaunis par le temps. Des raies de lumière filtraient à travers les lucarnes, illuminant les particules de poussière qui dansèrent dans l'air. Une odeur de vieux papier et de bois sec imprégnait l'atmosphère. Claire avançait lentement, effleurant du bout des doigts un rocking chair, une lampe art déco, un mannequin de couture. Chaque objet semblait renfermer une histoire, un fragment de vie, mais rien ne résonnait en elle. Rien ne faisait surgir ces flashs, ces impressions fugaces qui l'assaillaient à d'autres moments. C'est alors qu'elle repéra une malle en cuir,
nichée sous une lucarne. Elle s'en approcha, attirée par les initiales gravées sur le couvercle. Aidée, Élise Delcourt. Le cœur battant, Claire s'agenouilla et ouvrit précautionneusement la serrure rouillée. À l'intérieur, des vêtements féminins soigneusement pliés, robes, chemisiers, écharpes, tous imprégnés du parfum délicat mais encore perceptible de la femme qui les avait portés. Claire effleura une écharpe en soie, ferma les yeux. Une femme se penche vers elle, son écharpe effleurant sa joue. « Tiens-toi droite, ma chérie, comme une princesse. » Claire rouvrit les yeux, troublée. Ses flashs devenaient de plus en plus précis. Étaient-ce réellement des souvenirs qui remontaient, ou son imagination qui s'emparait des bribes d'informations glanées ici et là? Au fond de la malle, sous les vêtements, elle découvrit un gros livre relié de cuir, un album photo. Claire le sortit avec précaution et s'assit en tailleur sur le plancher poussiéreux. La première page portait une inscription manuscrite. Pour notre princesse Sophie, afin qu'elle n'oublie jamais d'où elle vient, avec tout notre amour, maman et papa. Claire tourna les pages avec des doigts tremblants. Les premières photos montraient un couple le jour de leur mariage. François, plus jeune et souriant, et une femme d'une beauté saisissante, aux cheveux châtains et aux grands yeux clairs. Élise suivait des clichés de grossesse, puis la naissance, un nourrisson aux poings serrés, aux yeux plissés. Sophie, les années défilaient page après page. Premier pas, premier anniversaire, première vacances à la mer, une vie normale, heureuse, une vie qui aurait pu être la sienne. Claire observait ces images avec un mélange de fascination et de détachement. C'était comme regarder la vie d'une étrangère, une petite fille qu'elle ne reconnaissait pas, jusqu'à ce qu'elle tourne une nouvelle page. La photo qui s'y trouvait la figea sur place. Une petite fille de 4 ou 5 ans, debout devant un piano à queue, la même petite fille que sur les photos précédentes. Mais cette fois, Claire eut l'impression de regarder un miroir temporel. Ses yeux, ce sourire, c'était comme se voir enfant. Mais ce qui la troubla plus encore, c'était l'objet que la fillette tenait fièrement. Un médaillon en argent en forme de cœur, exactement celui dont François avait retrouvé un fragment. Un vertige la saisit. Une sensation de déjà-vu si puissante qu'elle dut s'appuyer contre la malle pour ne pas vaciller. Une femme lui passe le médaillon autour du cou. Il appartenait à ma mère, et à sa mère avant elle. Maintenant il est à toi, ma Sophie, pour que tu portes toujours notre amour contre ton cœur. Claire haleta. Ce n'était pas une imagination, cette fois. C'était un souvenir, un vrai souvenir, d'une netteté cristalline. Elle ferma les yeux, tentant de retenir cette image, de la prolonger, mais elle s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue, la laissant frustrée et désorientée. Un bruit de pas la fit sursauter. François se tenait dans l'encadrement de la porte du grenier, l'observant avec une émotion contenue. « J'ai trouvé quelque chose », dit Claire, la voix tremblante. Elle lui tendit l'album ouvert sur la photo du médaillon. François s'approcha et s'agenouilla à ses côtés. Son visage s'adoucit en voyant l'image. « C'était pour ses 5 ans », murmura-t-il. Élise tenait tant à lui offrir ce médaillon, une tradition familiale. Claire prit une profonde inspiration. « Je crois que je m'en souviens. » François la regarda, stupéfait. « Tu t'en souviens ?» Pas clairement comme des flashs, des impressions, une voix qui me dit que le médaillon appartenait à sa mère, et à sa mère avant elle. François ferma les yeux un instant. Comme frappé par l'émotion, quand il les rouvrit, il brillait de larmes contenues. « Ce sont exactement les mots d'Élise », dit-il d'une voix étranglée. Elle disait toujours ça. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Claire ne savait que dire. Ces souvenirs qui ressurgissaient, ces preuves qui s'accumulaient, tout semblait confirmer l'incroyable vérité. Elle était Sophie Delcourt. « J'ai reçu un appel ce matin », dit finalement François. Les premiers résultats du test ADN sont arrivés. Le cœur de Claire manqua un battement. Et ils sont positifs, pas définitifs encore, mais la correspondance est significative. Claire se sentit vaciller. Malgré tous les indices, une partie d'elle avait continué à douter, à se dire que cette histoire était trop invraisemblable pour être vraie. « Ça veut dire que tu es probablement ma fille », compléta François, la voix tremblante d'émotion. Claire ne sut comment réagir. Joie, confusion, peur, tout se mélangeait en elle dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Un raclement de gorge les interrompit,
Véronique se tenait à l'entrée du grenier, le visage fermé. « Je vois que vous avez trouvé l'album, » dit-elle d'une voix neutre. « François, Maître Dupont t'attend en bas. Il a des informations à te communiquer. » François se leva à contre-cœur. « Je reviens vite, » promit-il à Claire, avant de suivre sa sœur, dès qu'ils furent hors de portée de voix. Véronique agrippa le bras de son frère. « Ne te réjouis pas trop vite. »« Que veux-tu dire ?»« J'ai fait mes propres recherches sur ta... protégée. » Son ton était venimeux. « Il y a des choses que tu devrais savoir. » François dégagea son bras, agacé. « Quelle chose ? Demande donc à Maître Dupont. Il vient justement t'en parler. » Dans le bureau, l'enquêteur privé attendait. L'air mal à l'aise, il tenait un dossier qu'il tritura nerveusement à l'arrivée de François. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda ce dernier sans préambule. Dupont jeta un regard en biais à Véronique avant de répondre. « J'ai certaines informations qui pourraient remettre en question la sincérité de Mademoiselle Moreau. » Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents qu'il étala sur le bureau. Des coupures de presse, des rapports de police, des photos. Il semble que Claire Moreau ait été impliquée dans plusieurs affaires, disons, troubles, petites escroqueries, usurpation d'identité. Elle a notamment tenté de se faire passer pour l'héritière d'une famille aisée de Bordeaux, il y a 3 ans. François examina les documents, incrédule. « C'est impossible. Les faits sont là, monsieur. » François secoua la tête. Butant sur un détail, « Cette photo, elle ne ressemble pas vraiment à Claire. Les cheveux sont différents, oui, » concéda Dupont. Mais les techniques de transformation sont nombreuses de nos jours. François restait sceptique, mais le doute s'insinuait en lui. Et si tout ceci n'était qu'une vaste manipulation, si Claire avait découvert l'histoire de Sophie et avait décidé d'en profiter, restée seule dans le grenier, Claire continuait à feuilleter l'album, absorbée par ces images d'un passé qui pourrait être le sien. Soudain, un bruissement la fit sursauter. Elle leva les yeux. Le vieux jardinier, Monsieur Étienne, se tenait là, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Pardonnez-moi de vous déranger, mademoiselle, » dit-il doucement. « Je venais ranger des outils. » Claire lui sourit, refermant l'album. « Pas de problème, je regardais juste de vieilles photos. » Le vieil homme s'approcha, son regard se posant sur l'album. « Ah, les photos de famille. Je me souviens quand Madame Élise les prenait. Elle voulait tout documenter, tout préserver. » Il s'interrompit, semblant hésiter, puis, d'une voix plus basse, « Vous lui ressemblez beaucoup, vous savez, à Sophie, mais aussi à sa mère. » Claire le regarda, surprise par cette affirmation directe. « Vous semblez certain ? J'ai des yeux pour voir, » répondit simplement le jardinier. Puis, après une pause, « et des oreilles pour entendre. J'ai entendu beaucoup de choses, au fil des ans, des choses qu'on ne remarque pas quand on est jardinier. Les gens parlent devant vous comme si vous étiez invisible. » Claire se redressa, soudain attentive. « Quelle chose ?» Étienne jeta un regard vers la porte du grenier, s'assurant qu'ils étaient matés bien seuls. « Des choses sur le jour où la petite Sophie a disparu. Des choses que je n'ai jamais dites à personne. » Claire regardait le vieil homme, le cœur battant. « Quelles choses avez-vous entendues, monsieur Étienne ?» Le jardinier s'assit sur une vieille malle, ses mains noueuses reposant sur ses genoux, son visage buriné par le soleil. Et les années semblaient porter le poids d'un secret trop longtemps gardé. Le jour où la petite Sophie a disparu, c'était un mardi. Je m'en souviens parfaitement car je taillais les rosiers blancs, ceux qui bordent l'allée principale. Madame Élise adorait ces roses. Elle disait toujours qu'elle lui rappelait son enfance en Provence. Il marqua une pause, comme pour rassembler ses souvenirs. Il devait être 4 heures de l'après-midi. La petite jouait dehors pendant que sa mère préparait le goûter. Je la voyais de loin, courant entre les rosiers, son petit manteau bleu flottant derrière elle comme une cape. Claire écoutait, immobile, buvant chaque mot. Elle avait l'impression que le vieil homme ne lui parlait pas d'une étrangère, mais d'elle-même, d'une partie d'elle perdue dans les limbes du temps. Et puis j'ai vu Madame Véronique sortir par la porte de service. Elle était agitée, elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être surprise. Elle s'est dirigée vers la grille du fond, celle qui donne sur le petit chemin forestier, et là, un homme l'attendait. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Un homme. Qui était-ce ? Étienne secoua la tête. Je ne l'avais jamais vu avant. Grand, costaud, avec une barbe noire. Ils ont parlé quelques minutes, à voix basse. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient,
Mais Madame Véronique semblait insister sur quelque chose. L'homme secouait la tête, comme s'il refusait. Et puis elle lui a donné une enveloppe, épaisse. Le vieil homme se tut un instant, perdu dans ses souvenirs. Claire n'osait pas l'interrompre, suspendue à ses lèvres. « Je n'ai pas fait le lien. Sur le moment, reprit-il enfin, je suis retournée à mes rosiers, et puis, peut-être une demi-heure plus tard, j'ai entendu Madame Élise appeler sa fille. Elle semblait inquiète. J'ai voulu l'aider à chercher, mais sa voix se brisa légèrement. En passant près de la grille du fond, j'ai vu quelque chose qui brillait dans l'herbe. Je me suis baissée pour ramasser. C'était un morceau de métal argenté, comme brisé. Je l'ai mis dans ma poche, pensant le rapporter à monsieur plus tard. Et puis la police est arrivée. Tout le monde s'agitait, cherchait partout. J'ai oublié ce bout de métal. Le médaillon, murmura Claire. Vous aviez trouvé un morceau du médaillon de Sophie. Étienne acquiesça lentement. Je l'ai compris bien plus tard, quand j'ai vu la photo de la petite le portant. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi en penser. Et puis, il hésita, visiblement tourmenté. Et puis, l'encouragea doucement Claire. Ce soir-là, tard, j'ai vu cet homme revenir. Il portait quelque chose dans ses bras, quelque chose, ou quelqu'un, un petit corps inerte, enveloppé dans une couverture. Il était monté dans une voiture où Madame Véronique l'attendait. Ils sont partis ensemble. Claire porta une main à sa bouche, horrifiée. « Vous avez vu Sophie être enlevée, et vous n'avez rien dit ?» Le vieil homme baissa la tête, honteux. « J'aurais dû, Dieu sait que j'aurais dû. Mais Madame Véronique, elle me tenait. Mon fils avait des ennuis avec la justice à cette époque, des dettes de jeu. Elle avait promis de l'aider, financièrement et avec ses contacts. À condition que je reste discret. » Des larmes coulaient maintenant sur ses joues ridées. « J'ai choisi mon fils plutôt que la vérité. C'est un péché que je porte depuis 23 ans. Mais quand je vous ai vu, il releva la tête, fixant Claire avec intensité. Ah, c'était comme si le temps avait reculé, comme si Sophie était revenue me hanter, me demander des comptes. Claire ne savait que répondre. L'horreur de cette révélation la submergeait. Véronique, la propre sœur de François, aurait orchestré l'enlèvement de Sophie. Sa disparition, pour quelle raison? Jalousie, haine, cupidité. Je dois parler à François, dit-elle en se levant brusquement. Étienne l'arrêta d'un geste. Attendez, il y a autre chose. La nuit dernière, j'ai entendu Madame Véronique au téléphone. Elle parlait à quelqu'un et elle était paniquée. Elle a dit que l'enquêteur devait être arrêté, qu'il fallait s'en occuper. Claire sentit un frisson d'effroi. Maître Dupont, l'homme qui travaillait sur son cas, il était peut-être en danger. Merci, monsieur Étienne, dit-elle en serrant la main du vieil homme. Vous avez fait la bonne chose en me parlant aujourd'hui. Le jardinier secoua la tête tristement. 23 ans trop tard, pourrez-vous jamais me pardonner? Claire hésita. Pouvait-elle pardonner cet homme qui avait gardé le silence pendant que sa vie était volée, brisée, réécrite? Mais en regardant ses yeux emplis de remords, elle comprit qu'il avait déjà payé sa dette, chaque jour, pendant toutes ces années. « Ce n'est pas à moi de vous juger », dit-elle finalement. « Mais votre témoignage peut maintenant aider à rétablir la vérité. » En descendant l'escalier du grenier, Claire sentait sa tête tourner. Les révélations d'Étienne confirmaient ce que son cœur savait déjà. Elle était bien Sophie Delcourt. Mais elles ouvraient aussi un abîme vertigineux de questions, de doutes, de peurs. Véronique avait orchestré son enlèvement. Et maintenant qu'elle était revenue, qu'allait-elle tenter pour l'écarter à nouveau? Elle trouva François dans son bureau. Penché sur des documents, le visage sombre, il leva les yeux à son entrée et son expression se figea. « Claire, dit-il d'une voix étrangement distante. Justement, je voulais te parler. Quelque chose n'allait pas. » Claire le sentait dans sa posture, dans sa voix, dans la façon dont il évitait son regard. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Soudain inquiète, François poussa vers elle les documents qu'il examinait, des coupures de presse, des photos, des rapports. Claire les parcourut rapidement et sentit son sang se glacer. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle. « Ce n'est pas moi, cette femme ne me ressemble même pas. Les cheveux, le maquillage peuvent changer une apparence, » dit François, la voix neutre. Ces documents montrent que Claire Moreau a déjà tenté de se faire passer pour l'héritière d'une autre famille. Claire secouait la tête, incrédule. « C'est un mensonge, quelqu'un essaie de me discréditer. » François soupira, passant une main lasse sur son visage.
J'ai voulu te croire, Claire, vraiment, mais ces preuves, elles sont fausses. Claire s'approcha, posant ses mains sur le bureau. François, je viens de parler avec Monsieur Étienne. Il m'a raconté ce qu'il a vu le jour de la disparition de Sophie. Elle lui relata alors, d'une traite, les révélations du jardinier. À mesure qu'elle parlait, elle vit le visage de François changer, passant de l'incrédulité au doute, puis à une colère sourde. « Tu accuses ma propre sœur de... quoi, exactement? D'avoir enlevé ma fille? C'est grotesque. Pourquoi Monsieur Étienne mentirait-il » rétorqua Claire. « Il n'a rien à gagner. Peut-être parce que tu l'as convaincu, peut-être parce que tu es plus manipulatrice que je ne le pensais. » Claire recula comme s'il l'avait giflée. « Tu ne crois pas un mot de ce que je dis. » François détourna le regard. « Je ne sais plus quoi croire. » À cet instant, Véronique entra dans le bureau, son visage reflétant une inquiétude parfaitement simulée. « Tout va bien. J'ai entendu des éclats de voix. » Son regard passa de François à Claire, s'attardant sur les documents éparpillés sur le bureau. Un éclair de satisfaction traversa brièvement ses yeux. « Notre invitée semble avoir beaucoup d'imagination, » dit François, la voix lasse. « Elle prétend maintenant que tu es responsable de la disparition de Sophie. » Véronique porta une main à sa poitrine, l'image même de l'indignation vertueuse. « C'est monstrueux. Comment oses-tu » Claire la fixa droit dans les yeux, sans ciller. « Monsieur Étienne vous a vu, avec cet homme. Il a vu Sophie être emportée. » Le masque de Véronique vacilla un instant, si brièvement que seule Claire le remarqua, puis elle se reprit, une larme de crocodile perlant au coin de son œil. « Ce vieux fou, il boit depuis des années. » Sa parole contre la mienne. Elle se tourna vers François. « Mon frère, cette fille est en train de détruire notre famille avec ses mensonges. » François semblait déchiré, pris entre deux versions irréconciliables. Claire comprit qu'elle perdait du terrain, que Véronique avait préparé son coup avec une précision diabolique. « Les résultats définitifs du test ADN, » dit-elle alors, la voix ferme. « Ils trancheront. Si je ne suis pas Sophie, je partirai. Tu ne me reverras plus jamais. Mais si je le suis, si elle l'est, rien ne prouve que j'ai quoi que ce soit à voir avec sa disparition, » compléta Véronique, glaciale. « Tu pourrais très bien être Sophie et être aussi une manipulatrice qui a flairé une occasion en or. » François se massa les tempes, visiblement épuisé par ce conflit. « Assez. Les résultats définitifs arriveront dans quelques jours. D'ici là, je vous demande à toutes les deux de garder vos distances. » Claire acquiesça silencieusement et quitta la pièce. Dans le couloir, elle s'adossa au mur, tremblante. Elle avait sous-estimé Véronique. La femme était prête à tout pour protéger son secret, y compris à la faire passer pour une arriviste, une menteuse. Elle devait trouver d'autres preuves. Et vite, avant que Véronique ne décide que la discréditer ne suffisait plus. 3 jours d'attente interminable. 3 jours pendant lesquels Claire avait évité Véronique, tentant de ne pas croiser son regard venimeux dans les couloirs du château. 3 jours où François, déchiré entre les preuves contradictoires, maintenait une distance polie mais froide. Ce matin-là, Claire s'était réveillée en sursaut, trempée de sueur. Dans son rêve, un homme à la barbe noire la portait dans ses bras. Elle sentait l'odeur âcre de son après-rasage, entendait son souffle court, et elle ne pouvait pas crier, pas bouger. Son corps était lourd, engourdi, comme si chacun de ses membres pesait une tonne. Ce n'était pas un simple cauchemar. C'était un souvenir qui refaisait surface. En descendant pour le petit déjeuner, Claire trouva François dans la cuisine, fixant son téléphone d'un air absent. Il leva les yeux à son entrée, et quelque chose dans son regard la figea sur place. « Les résultats sont arrivés », dit-il simplement. Claire s'approcha lentement, comme si elle marchait sur du verre brisé, et François prit une profonde inspiration. « Compatibilité à 97%. Tu es ma fille. Tu es Sophie. » Le monde sembla s'arrêter autour de Claire. Malgré tous les indices, toutes les preuves, une part d'elle-même avait continué à douter, à se dire que c'était trop improbable, trop extraordinaire pour être vrai. Mais c'était vrai, elle était Sophie Delcourt. « Sophie », murmura François, la voix brisée d'émotion. Il tendit une main vers elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. Claire. Non, Sophie, franchit la distance qui les séparait. Sans un mot, ils s'étreignirent. 23 ans de séparation, de vide, de questions sans réponse.
se dissolvaient dans cette étreinte. Les larmes coulaient librement sur leurs joues. « Ma fille », répétait François comme une litanie, une prière enfin exaucée. « Ma petite fille ». Quand ils se séparèrent enfin, François prit le visage de Sophie entre ses mains, l'observant comme s'il voulait graver chacun de ses traits dans sa mémoire. « J'ai cru te perdre à jamais. Chaque jour, chaque heure sans toi a été une torture. Ta mère !» Il s'interrompit, submergé par l'émotion. « Maman !» murmura Sophie, testant ce mot étrange sur sa langue. « Qu'est-il arrivé à... » « Maman ?» Le visage de François s'assombrit. « Élise n'a jamais accepté ta disparition. Elle a continué à te chercher. Jour après jour, année après année, elle parcourait les rues, les orphelinats, montrant ta photo à quiconque voulait la voir. Sa santé s'est détériorée. 2 ans après ta disparition, son cœur a lâché. Les médecins ont parlé d'épuisement cardiaque. Mais je sais que c'est le chagrin qui l'a tuée. » Sophie ferma les yeux, assaillie par une douleur sourde. Sa mère était morte en la cherchant, alors qu'elle vivait à quelques kilomètres à peine, à l'orphelinat Sainte-Lucie, si proche et pourtant inaccessible. « Et Véronique ?» demanda-t-elle, la voix durcie par la colère. « Elle sait pour les résultats, pas encore, mais elle ne pourra plus nier l'évidence. » François hésita, le visage troublé. Ces accusations contre elle, je ne peux pas les croire. C'est ma sœur, Sophie. Elle adorait Élise. Elle t'adorait. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ? Sophie allait répondre quand la porte de la cuisine s'ouvrit. Véronique entra, s'immobilisant net en les voyant. Son regard passa de l'un à l'autre. S'attardant sur leurs yeux rougis, leurs mains encore jointes, elle comprit immédiatement. « Les résultats sont positifs », dit-elle platement. Ce n'était pas une question, mais François hocha la tête. « Il n'y a plus aucun doute, Véronique. Claire et Sophie. Ma fille est revenue. » Véronique resta parfaitement immobile, mais Sophie vit quelque chose vaciller dans son regard, une fissure dans son masque de contrôle. « Je vois, » dit-elle finalement. « C'est miraculeux. » Son ton sonnait faux. Mais François, aveuglé par l'émotion, ne semblait pas le remarquer. « Nous allons l'annoncer officiellement, » poursuivit-il. « Organiser une conférence de presse, le retour de Sophie Delcourt après 23 ans fera les gros titres. » Véronique pâlit légèrement. « Tu ne crois pas que c'est précipité ? Il faudrait d'abord régler certaines questions légales. L'identité de Claire doit être officiellement modifiée. Et puis, il y a toute la question de l'héritage. » « L'héritage » coupa François, surpris. « Qu'est-ce que l'héritage vient faire là-dedans ?» Un silence tendu s'installa. Sophie observait Véronique, comprenant soudain ce qui avait pu motiver son acte. « C'est pour ça que tu l'as fait, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Pour l'argent, pour l'héritage des Delcourt. » Véronique se raidit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Monsieur Étienne t'a vu ce jour-là, avec cet homme. Il t'a vu me faire enlever. » François regardait sa sœur, son visage passant de l'incrédulité à une colère naissante. « Véronique, dis-moi que c'est faux. » Véronique ouvrit la bouche, la referma, puis éclata d'un rire nerveux. « Tu vas croire les divagations d'un vieux jardinier alcoolique, François. C'est absurde. Pourquoi aurais-je fait ça ? Pour l'argent ?» répéta Sophie. « Après ma disparition, tu es devenue l'héritière présomptive de toute la fortune Delcourt, l'administratrice des biens, la confidente, la sœur dévouée qui a tout sacrifié pour aider son frère endeuillé. » Véronique secoua la tête. Mais Sophie poursuivit, implacable. « Je commence à me souvenir, pas tout, mais des bribes. Tu m'as offert un chocolat chaud. Ce jour-là, il avait un goût amer. Je me suis sentie lourde, engourdie. Et puis cet homme m'a emportée. » Elle fixa Véronique droit dans les yeux. « Tu m'as droguée, puis fait enlever. » François regardait sa sœur, le visage décomposé. « Véro, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Véronique recula d'un pas, puis d'un autre. « C'est un complot contre moi. Cette fille a monté Étienne contre moi. Elle veut tout. L'héritage, ta confiance, ton amour. » Mais son masque se fissurait de plus en plus. Sa voix montait dans les aigus. Ses yeux s'agitaient frénétiquement. « Dis-moi la vérité, » exigea François, la voix basse et dangereuse. « Me dois-tu cela au moins, la vérité ?» Véronique balaya l'air de sa main, comme pour chasser une mouche importune. « La vérité, tu veux la vérité ?» Elle eut un rire sec, presque hystérique. « La vérité, c'est qu'Élise ne t'a jamais vraiment aimée. Elle est restée pour l'argent, le confort, elle me l'a dit. » François tressaillit comme s'il avait reçu un coup.
Tu mens. Et la petite Sophie, ta précieuse fille, elle n'avait Dieu que pour sa mère. Tu n'étais qu'un distributeur de cadeaux, un portefeuille avec des jambes. La haine dans sa voix était palpable maintenant, comme un poison longtemps contenu qui se déversait enfin. J'ai tout fait pour toi, François, tout. J'ai géré tes affaires, j'ai consolé ton chagrin. J'ai été là, moi, ta sœur. Pas comme cette parvenue d'Élise. Tais-toi, gronda François, les poings serrés. Mais Véronique était lancée, incapable de s'arrêter. Et quelle reconnaissance ai-je eue? Rien. Toujours Élise par-ci, Sophie par-là. Jamais un regard pour moi, jamais un merci. Sophie la regardait, horrifiée par cette explosion de ressentiment et de jalousie. Cette femme avait détruit sa vie, volé son enfance, par pure envie. François s'avança vers sa sœur, tremblant de rage. « Si tu as fait du mal à ma fille, ta fille est là, non ?» cracha Véronique. Bien vivante, un peu secouée certes, mais vivante. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il devait juste l'emmener loin, très loin, pas l'abandonner à quelques kilomètres. L'aveu implicite tomba comme une bombe dans la pièce. François vacilla comme sous un coup physique. « Tu as vraiment... J'ai fait ce qu'il fallait. » cria Véronique, hors d'elle maintenant. « Cette gamine et sa mère te manipulaient, te détruisaient, je t'ai sauvée. » D'un geste vif, François saisit sa sœur par les épaules. « Élise est morte à cause de toi, » rugit-il, secouant Véronique comme une poupée de chiffon. « Ma femme est morte de chagrin parce que tu as enlevé notre fille. » Sophie s'interposa, effrayée par la violence qui émanait de son père. « François, arrête !» Véronique profita de cette diversion pour se dégager et reculer jusqu'à la porte, le visage déformé par la peur et la haine. « Tu ne comprends rien !» siffla-t-elle. « Rien du tout. Tu n'as jamais rien compris. » Elle se retourna et s'enfuit dans le couloir. François s'élança pour la poursuivre, mais Sophie le retint. « Laisse-la. Elle ne peut plus fuir. Pas maintenant que nous connaissons la vérité. » François se laissa tomber sur une chaise, anéanti. « Comment ai-je pu être aussi aveugle, toutes ces années, ma propre sœur ?» Sophie posa une main sur son épaule. L'amour rend aveugle, et aussi la douleur. Il leva les yeux vers elle, son visage ravagé de larmes. « Pourras-tu me pardonner, Sophie, de n'avoir pas su te protéger, de n'avoir pas vu la vérité ?» Sophie s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Il n'y a rien à pardonner. Nous avons été victimes, tous les deux. » Dans le silence qui suivit, une conviction se forma en elle, claire et forte. Peu importait que son passé lui ait été volé, l'avenir, lui, restait à écrire. Et cet avenir, elle le construirait ici, dans cette maison qui avait toujours été la sienne, auprès de ce père retrouvé. Sophie Delcourt était enfin rentrée chez elle. Véronique s'était volatilisée après sa confrontation avec François et Sophie. Ses affaires personnelles avaient disparu de sa chambre. Sa voiture n'était plus dans le garage. François avait contacté la police. Mais sans porter officiellement plainte, malgré tout ce qu'elle avait fait, elle restait sa sœur. Elle ne pourra pas aller bien loin, avait dit Maître Dupont, l'enquêteur privé qui, une fois informé de la situation, avait reconnu avoir été manipulé par Véronique. Ses comptes seront bientôt bloqués, ses contacts surveillés. Une semaine s'était écoulée depuis, une semaine pendant laquelle Sophie, elle commençait lentement à s'habituer à son vrai prénom, avait tenté de réapprivoiser sa vie d'avant. François l'avait installée dans son ancienne chambre d'enfant, préservée comme un sanctuaire pendant toutes ces années, une pièce lumineuse aux murs couleur lavande, avec des étagères pleines de livres et de jouets intacts. S'endormir dans ce lit qui avait été le sien, mais dont elle n'avait aucun souvenir, était une expérience étrange. Comme porter les vêtements d'une autre. Pourtant, chaque jour, de nouveaux fragments de mémoire remontaient à la surface. L'odeur des roses blanches du jardin, le son du piano, la texture d'un médaillon d'argent entre ses doigts. Ce soir-là, une violente tempête s'abattit sur la région lyonnaise. Le vent hurlait autour du château, secouant les volets, tandis que la pluie martelait les vitres. Sophie était assise dans le salon avec François, écoutant les histoires de son enfance oubliée. « Tu étais une enfant si vive », racontait-il, les yeux brillants de souvenirs heureux. Toujours à courir partout, à poser 1000 questions. Élise disait souvent que tu avais hérité de mon esprit curieux et de son caractère obstiné, la pire des combinaisons. Il rit doucement, et Sophie sourit. Ces anecdotes l'aidaient à reconstituer le puzzle de sa vie volée.
pièce par pièce. « Et la musique ?» demanda-t-elle. « Je semble avoir un lien fort avec cette mélodie. »« Ah, la mélodie d'Élise. » François se leva et s'approcha du piano qui trônait dans un coin du salon. Elle l'avait composé pendant sa grossesse. Elle disait qu'elle avait rêvé de ces notes une nuit et qu'elle lui semblait prémonitoire, d'une certaine façon, qu'elle racontait déjà ton histoire. Il s'assit et commença à jouer doucement. Les notes s'élevèrent, mélancoliques et pourtant porteuses d'espoir. Sophie ferma les yeux, laissant la mélodie la transporter. Soudain, un éclair éblouissant déchira le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent, plongeant le château dans l'obscurité la plus totale. « Ne bouge pas, » dit François. « Il doit y avoir des bougies dans le tiroir du buffet. » Sophie l'entendit se lever et tâtonner dans le noir, immobile dans son fauteuil. Elle sentit une vague d'angoisse la submerger. L'obscurité, la tempête qui faisait rage dehors. Tout cela réveillait quelque chose en elle. Une peur ancienne, viscérale, une nuit d'orage, des pas dans le couloir. Une silhouette se penche sur son lit. « Viens, Sophie, j'ai une surprise pour toi. » Sophie haleta, saisie par la vivacité de ce souvenir. C'était Véronique, cette nuit-là. Véronique qui l'avait sortie de son lit, qui lui avait fait boire ce chocolat au goût étrange. Ce n'était pas le jour dans le jardin, comme elle l'avait cru. C'était la nuit précédente, une nuit de tempête, comme celle-ci. Un nouveau coup de tonnerre fit trembler les murs. Sophie se leva brusquement, prise de panique. « François ?» Pas de réponse. Avait-il quitté la pièce? Elle avança à tâtons, les mains tendues devant elle. C'est alors qu'elle l'entendit. Un bruit de pas dans le couloir. Léger, furtif. Ce n'était pas François. Il aurait appelé, rassuré. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix tremblante. Seul le silence lui répondit. Puis un nouveau craquement, plus proche cette fois. Sophie recula jusqu'à heurter le piano. Ses doigts rencontrèrent un objet lourd sur le dessus de l'instrument. Un chandelier. Elle s'en saisit, prête à se défendre. « François !» appela-t-elle à nouveau. Plus fort. Le silence retomba, oppressant, ponctué seulement par le rugissement du vent et le tambourinement de la pluie. Sophie avança lentement vers la porte. Le chandelier fermement serré dans sa main moite, le couloir était plongé dans l'obscurité. Elle longea le mur, guidée uniquement par sa mémoire récente des lieux. Où était François? Avait-il quitté le salon pour chercher des bougies ailleurs? Sophie atteignit le hall d'entrée. Un éclair illumina brièvement la pièce à travers les hautes fenêtres, révélant une silhouette immobile près de la porte. Son cœur manqua un battement. Véronique. Elle portait un imperméable noir trempé de pluie. Ses cheveux mouillés collaient à son visage blême, lui donnant l'apparence d'un spectre vengeur. « Bonsoir, Sophie », dit-elle d'une voix étrangement calme. Ou devrais-je dire, chère nièce. Sophie serra plus fort le chandelier. « Que fais-tu ici? Où est François ?»« François ?» Véronique eut un petit rire sec. « Mon cher frère est momentanément indisposé, un léger coup sur la tête. Rien de grave. Pas encore. » L'angoisse de Sophie se mua en terreur glacée. « Si tu lui as fait du mal... » « Du mal ?» Véronique s'avança d'un pas. « C'est lui qui m'a fait du mal. Toute ma vie, j'ai vécu dans son ombre. La brillante sœur cadette de François Delcourt, toujours définie par lui, jamais par moi-même. Et puis il a rencontré Élise, cette arriviste qui a su jouer de ses charmes. Et toi ?» Son visage se tordit de haine. « Toi, la précieuse héritière, j'étais reléguée au second plan, toujours. » Sophie recula, cherchant des yeux une échappatoire. La tempête rugissait toujours, couvrant les bruits lointains de la maison. François était-il vraiment blessé, ou pire, ce n'était pas notre faute, dit-elle, tentant de gagner du temps. Nous ne t'avons jamais exclu. Mensonge, cracha Véronique. J'étais l'intruse, toujours, jamais la confidente, jamais la préférée. Quand tu as disparu, j'ai enfin eu ma chance. François s'est tourné vers moi dans sa douleur. J'étais là, moi. Une lueur de folie dansait dans ses yeux. Sophie comprit avec horreur que sa tante avait basculé dans une obsession malsaine, nourrie pendant des décennies par la jalousie et le ressentiment. « Véronique, tu as besoin d'aide, » dit-elle doucement, comme on parlerait à un animal blessé et dangereux. « Ce que tu as fait, ce que tu ressens, ce n'est pas normal. » « Normal » Véronique ricana. « Qu'est-ce que la normalité ?»
Être invisible toute sa vie, devoir sourire quand on souffre, devoir applaudir quand d'autres réussissent là où l'on échoue. Elle s'approcha encore, et Sophie vit qu'elle tenait quelque chose dans sa main, un objet qui luisait faiblement dans la pénombre. Un couteau. « Tu n'aurais jamais dû revenir », siffla Véronique. « Tu aurais dû rester Claire Moreau, la petite orpheline sans importance. Maintenant, il est trop tard. » Sophie se rua vers l'escalier, mais Véronique fut plus rapide. Elle lui barra le passage, brandissant le couteau. « Où crois-tu aller ? Chez papa ?» Sa voix était moqueuse, chantante, celle d'une enfant jouant à un jeu cruel. « Il ne pourra pas t'aider cette fois. Personne ne le peut. » Un bruit sourd retentit à l'étage. Quelqu'un bougeait. François. Véronique leva les yeux vers le plafond. Momentanément distraite, Sophie en profita. D'un geste vif, elle frappa le bras armé avec le chandelier. Véronique hurla de douleur, le couteau tombant sur le sol avec un cliquetis métallique. Sophie se précipita vers l'escalier. « François !» cria-t-elle en montant les marches 4 à 4. Elle entendit Véronique se lancer à sa poursuite. Dans le noir complet, elle progressait à l'aveuglette. Guidée uniquement par la rampe sous sa main, arrivée à l'étage, elle chercha frénétiquement dans quelle direction aller. Un nouvel éclair illumina brièvement le couloir. À l'autre bout, une porte entr'ouverte. Le bureau de François. Sophie s'y précipita, refermant la porte derrière elle et tournant la clé dans la serrure. La pièce était plongée dans l'obscurité. Mais un faible gémissement lui parvint de derrière le bureau. « François !» Elle contourna le meuble et le trouva allongé sur le sol, une main pressée contre sa tempe ensanglantée. « Sophie !» murmura-t-il faiblement. « Véronique, elle est... Je sais, elle est revenue. Elle est folle. » Des coups violents retentirent à la porte. « Sophie, ouvre cette porte immédiatement. » Sophie aida François à se redresser. Il tituba, visiblement étourdi. « Il faut appeler la police, » dit-elle. « Mon téléphone, sur le bureau. » Sophie tâtonna sur la surface du bureau, renversant des objets dans sa hâte. Où était ce fichu téléphone ? La porte tremblait sous les coups de plus en plus violents. Le bois commençait à céder. Enfin, ses doigts rencontrèrent le smartphone, mais l'écran restait désespérément noir, batterie déchargée ou réseau coupé par la tempête. « Sophie !» La voix de Véronique était hystérique maintenant. « Je t'ai déjà fait disparaître une fois. Je peux recommencer. » Un craquement sinistre indiqua que la porte commençait à se briser. François se redressa complètement, chancelant mais déterminé. « Derrière la bibliothèque », souffla-t-il. Un passage secret, pour les serviteurs, autrefois. Il s'approcha en titubant d'une étagère chargée de livres et tira sur un volume. Un déclic se fit entendre, et toute la bibliothèque pivota, révélant une ouverture étroite. « Va !» ordonna François. « Je la retiendrai. Passe sans toi. » Il la poussa doucement vers l'ouverture. « Je te suivrai, mais tu dois y aller d'abord. Vite !» À cet instant, la porte céda dans un fracas assourdissant. Véronique se tenait dans l'encadrement. Échevelée, le visage déformé par la fureur, elle avait récupéré son couteau. « Personne ne s'enfuira cette fois », gronda-t-elle, avançant vers eux d'un pas menaçant. « Véronique, pose ce couteau. » La voix de François était étonnamment ferme malgré sa blessure. « Donc, c'est fini. Fini. » Véronique émit un rire aigu, presque hystérique. « Rien n'est fini, grand frère. Tout commence, comme il y a 23 ans. » Sophie, figée à l'entrée du passage secret, observait cette femme qu'elle avait jadis appelée tante et qui avait détruit sa famille par pure jalousie. La tempête faisait toujours rage au dehors, illuminant par intermittence le visage déformé par la haine de Véronique. « Pourquoi ?» demanda Sophie, incapable de contenir cette question qui la hantait. « Pourquoi m'avoir enlevée ? J'étais une enfant. » « Ta nièce. » Véronique tourna son regard vers elle, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Pourquoi ? Tu oses me demander pourquoi ?» Elle fit un pas en avant, le couteau pointé vers François, qui s'était placé instinctivement devant sa fille. Depuis notre enfance, François a toujours tout eu. L'attention, l'admiration, l'amour. Notre père ne voyait que lui, son brillant héritier. Et moi, l'accessoire, la fille dont personne ne se souciait. Sa voix tremblait de rage contenue, d'amertume accumulée pendant des décennies. Puis, il a rencontré Élise, belle, talentueuse Élise. Elle aurait pu choisir n'importe qui, mais c'est encore François qu'elle a préféré. Toujours François. Elle s'approcha encore, menaçante. «
Et puis tu es née, Sophie, la parfaite petite princesse. François était fou de toi. Élise ne vivait que pour toi. Et moi, qu'étais-je? L'ombre, la tante, celle qu'on invite à Noël par obligation. Sophie sentait la colère monter en elle, balayant sa peur. Alors tu m'as volé mon enfance par jalousie. Tu as brisé notre famille par simple envie. J'ai fait ce qu'il fallait, cracha Véronique. J'ai repris ce qui aurait dû être à moi depuis le début, l'affection de François, la gestion de l'entreprise familiale, ma place légitime. François secouait la tête. Incrédule, tu étais ma confidente, Véro, ma conseillère. Je t'ai toujours fait confiance, toujours incluse. Comment as-tu pu penser, me faire confiance, coupa-t-elle sèchement. M'inclure, tu me tolérais, François, tu me laissais des miettes, pendant que tu vivais ta vie parfaite avec ta famille parfaite. Un éclair illumina à nouveau la pièce. Suivi d'un coup de tonnerre assourdissant, les yeux de Véronique se posèrent sur Sophie, brûlant de haine. J'avais tout prévu. Marcel devait t'emmener loin, très loin, à l'étranger. Tu aurais grandi dans une famille qui t'aurait aimé. Personne n'aurait été blessé. Personne, s'écria François, outré. Élise est morte de chagrin. J'ai vécu un enfer pendant 23 ans. Élise était faible, répliqua froidement Véronique. Trop dramatique. Si elle avait été plus forte, elle aurait surmonté cette perte, comme tant d'autres le font. Sophie était horrifiée par tant de cruauté, tant d'absence d'empathie. Comment cette femme pouvait-elle être aussi dépourvue d'humanité? Et cet homme, Marcel, demanda-t-elle, cherchant à comprendre toutes les pièces du puzzle. Qui était-il? Le visage de Véronique se ferma. Un homme qui m'aimait, qui aurait fait n'importe quoi pour moi. Tu l'as manipulé, constata François. Je l'ai inspiré, corrigea Véronique. Il comprenait ma douleur, lui, mais cet imbécile n'a pas suivi le plan. Il devait t'emmener en Espagne, te confier à une famille là-bas. Au lieu de ça, il a paniqué quand tu as commencé à te réveiller dans la voiture. Il t'a abandonné au premier orphelinat venu. Sophie frissonna en imaginant la scène. Elle, petite fille droguée, jetée comme un paquet encombrant devant Sainte-Lucie, quel genre d'homme pouvait faire cela à un enfant? Où est-il maintenant, ce Marcel? Demanda François. Une ombre passa sur le visage de Véronique. Mort, accident de voiture. 2 ans après, il buvait beaucoup, les remords, sans doute. Un silence lourd tomba sur la pièce, ponctué seulement par le martèlement de la pluie contre les vitres. Véronique serrait toujours son couteau, mais son bras semblait plus las, comme si le poids de ses révélations l'affaiblissait physiquement. « C'est fini, Véronique », dit doucement François. « Tu ne peux plus effacer le passé. Sophie est revenue. La vérité a éclaté. » Non. Le cri déchira l'air comme le tonnerre. Véronique se redressa, la lame pointée vers eux. « Ce n'est pas fini tant que je suis là. Je peux encore tout arranger. » Elle s'élança vers Sophie, le couteau levé. François s'interposa, recevant le coup à l'épaule. Il grogna de douleur, mais parvint à saisir le poignet de sa sœur, l'immobilisant. « Assez !» tonna-t-il. « Assez de violence, assez de haine. » Ils luttèrent un moment. François affaibli par sa blessure à la tête, Véronique déchaînée par sa folie. Sophie, paralysée par l'horreur, les regardait se battre comme dans un cauchemar. Puis, dans un dernier effort, François repoussa violemment sa sœur. Véronique trébucha en arrière, heurta le bureau et s'effondra. Le couteau lui échappa des mains. Glissant sur le parquet, un silence soudain, Véronique restait au sol, immobile, la respiration haletante. François s'appuya contre le mur, pressant sa main contre son épaule ensanglantée. Sophie se précipita vers lui. « Tu es blessé. Ce n'est pas grave, » murmura-t-il. « Juste une entaille. » À cet instant, une lumière aveuglante inonda la pièce. L'électricité venait de revenir. Dans cette clarté crue, Véronique paraissait soudain plus petite, plus âgée, plus vulnérable. Une femme brisée par ses propres démons. Elle se redressa lentement, évitant leurs regards. Toute la fureur semblait avoir quitté son corps, remplacée par un vide, une lassitude infinie. « C'est vraiment fini, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. François acquiesça gravement. « Oui, Véro, c'est fini. » Elle hocha la tête, comme acceptant enfin une vérité trop longtemps niée. « Je l'aimais, tu sais, Élise. Malgré tout, elle était lumineuse,
Comment ne pas l'aimer? Des larmes coulaient maintenant sur ses joues blêmes. Mais elle t'avait choisi. Toi, comme tout le monde. Toujours toi. François regardait sa sœur avec un mélange de pitié et de douleur. Tu aurais pu faire partie de notre bonheur, Véro. Tu as choisi de le détruire. Véronique essuya ses larmes d'un geste brusque. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La prison. Un procès public. La disgrâce des Delcourt est allée dans tous les journaux. Je vais appeler la police, dit François, la voix lourde. Tu répondras de tes actes. Véronique eut un sourire triste. Toujours si noble, François. Même maintenant. Elle se tourna vers Sophie, la regardant vraiment pour la première fois. Je suis désolée, pas pour ce que j'ai fait. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à regretter ça. Mais je suis désolée pour ce que tu as perdu. Ta mère, ton enfance. Sophie ne savait que répondre face à ces excuses étranges. Ce mélange d'aveux et de déni, cette femme était-elle sincère ou manipulatrice jusqu'au bout? Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait dû appeler les secours, peut-être Monsieur Étienne, ou un autre employé du château, alerté par le bruit. Véronique se redressa, lissant machinalement sa jupe froissée. Une dignité inattendue émanait soudain d'elle, comme si, maintenant que tout était perdu, elle pouvait enfin être elle-même. « Je vais les attendre dehors », dit-elle calmement, sous la pluie. « J'ai toujours aimé la pluie. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « François », il leva les yeux vers elle. « Oui, je t'ai aimé aussi, à ma façon. Je voulais juste exister à tes côtés, pas dans ton ombre. » Sur ces mots, elle disparut dans le couloir. François s'effondra sur une chaise, épuisé physiquement et émotionnellement. Sophie s'agenouilla à ses côtés, examinant sa blessure à l'épaule. « Il faut te soigner, » dit-elle doucement. « Sophie, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolée. » Pour tout, elle prit sa main, la serrant fort. « Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Ma propre sœur. » Sa voix se brisa. « Comment ai-je pu être aussi aveugle? L'amour rend aveugle, » répéta Sophie, reprenant les mots qu'elle avait prononcés plus tôt. Et aussi la loyauté, tu ne pouvais pas imaginer qu'elle en serait capable. Les sirènes étaient maintenant toutes proches. Des portières claquèrent, des voix retentirent. La tempête semblait s'apaiser au dehors, comme si la nature elle-même reconnaissait que le drame touchait à sa fin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie, réalisant soudain l'ampleur de ce qui les attendait. Enquête, déposition, peut-être un procès, et pour elle, la reconstruction d'une identité, d'une vie. François serra sa main, un sourire fragile aux lèvres malgré la douleur. Maintenant, nous guérissons, ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de tempête. 6 mois de reconstruction, de guérison, d'adaptation à une nouvelle réalité. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps. Et maintenant l'été baignait le château Delcourt d'une lumière dorée. Sophie se tenait devant la pierre tombale de sa mère, un bouquet de roses blanches fraîchement cueillies à la main. Le cimetière était paisible en ce début de matinée, baigné dans la rosée et le chant des oiseaux. François se tenait à ses côtés, silencieux et respectueux de ce moment d'intimité entre une fille et le souvenir de sa mère. « Elle aurait été si fière de toi », dit-il doucement, rompant enfin le silence. Sophie s'agenouilla et déposa délicatement les fleurs sur la tombe. Élise Delcourt, 1970-2004, épouse et mère bien-aimée, une épitaphe simple qui ne rendait pas justice à la femme qu'elle avait été, à la mère qu'elle aurait pu continuer d'être. « J'aurais tant aimé la connaître », murmura Sophie. « Vraiment la connaître, pas seulement à travers des photos et des souvenirs empruntés. »« Ah, tu lui ressembles tellement », répondit François. « Pas seulement physiquement, tu as son esprit, sa détermination, sa compassion. » Ces derniers mois avaient été un tourbillon d'événements. Le procès de Véronique avait fait la une des journaux, exposant au grand jour le drame de la famille Delcourt. Sophie, officiellement redevenue Sophie Delcourt, après une longue procédure juridique, avait dû témoigner, revivant les bribes de souvenirs qui continuaient d'émerger de son passé enfoui. Véronique avait plaidé coupable, épargnant à la famille un procès long et pénible. Elle avait été condamnée à 12 ans de prison pour enlèvement d'enfants et tentative d'homicide. François, malgré la douleur et la trahison, lui rendait visite chaque mois. Sophie, elle, n'avait pas encore trouvé la force de lui pardonner.
Mais peut-être qu'un jour... Je pense que je suis prête, dit Sophie en se relevant, essuyant une larme solitaire. Pour la fondation. François hocha la tête, un sourire fier illuminant son visage. Élise aurait adoré cette idée. La fondation Élise Delcourt pour les enfants perdus, le projet sur lequel Sophie travaillait depuis des mois, une organisation destinée à aider les enfants des orphelinats, mais aussi à améliorer les techniques de recherche d'enfants disparus, à soutenir les familles endeuillées, une façon de transformer sa propre tragédie en quelque chose de positif, de constructif. Ils quittèrent le cimetière en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le printemps avait transformé les environs de Lyon en un tableau impressionniste de verts tendres et de fleurs multicolores. La vie continuait, implacable et belle malgré les drames qui la ponctuaient. De retour au château, ils furent accueillis par Monsieur Étienne qui taillait ses précieux rosiers. Le vieil homme semblait avoir rajeuni de 10 ans depuis que la vérité avait éclaté. Libéré du poids de son secret, il chantonnait souvent en travaillant, retrouvant une joie de vivre longtemps enfouie. Beau temps pour une célébration, n'est-ce pas ? Lança-t-il avec un clin d'œil, car c'était un jour spécial, le jour où la fondation Élise Delcourt serait officiellement inaugurée. Dans le grand salon du château, des dizaines d'invités étaient attendus. Amis, partenaires, journalistes, mais aussi sœur Catherine et plusieurs enfants de l'orphelinat Sainte-Lucie. Sophie monta dans sa chambre pour se préparer. Elle s'était progressivement réappropriée cette pièce qui avait été la sienne enfant, y ajoutant des touches personnelles qui reflétaient à la fois Claire et Sophie, car elle était les deux maintenant. La petite héritière née dans l'opulence et l'orpheline qui avait appris à se battre pour sa place dans le monde. Cette dualité était sa force. En s'habillant, elle repensa au chemin parcouru depuis cette nuit de novembre, où elle avait entendu, pour la première fois depuis son enfance, la mélodie d'Élise. Comment un simple enchaînement de notes avait pu déclencher une telle cascade d'événements. Ramenant Sophie là où elle aurait toujours dû être, 1 heure plus tard, le grand salon du château bourdonnait de conversations et de rires. Sophie, élégante dans une robe bleu nuit, un clin d'œil au fameux manteau, évoluait parmi les invités avec une aisance qui surprenait ceux qui ne connaissaient que Claire Moreau. La timide serveuse, François la rejoignit près du buffet, resplendissant dans son costume gris, la cicatrice sur sa tempe, souvenir de cette nuit de tempête, était à peine visible maintenant. « Tout est parfait », lui souffla-t-il. « Élise serait tellement fière. » Sophie sourit, émue. « J'espère qu'elle nous voit, d'une certaine façon. » Le moment du discours arriva. Sophie monta sur l'estrade improvisée, face à l'assemblée attentive. Les mots qu'elle avait préparés semblaient soudain inadéquats pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. « Je me tiens devant vous aujourd'hui comme un miracle vivant », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Une enfant perdue qui a retrouvé son chemin, une identité effacée qui a ressurgi. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. La fondation Élise Delcourt est née de cette expérience, de la conviction que chaque enfant mérite de connaître ses origines, son histoire, que chaque parent mérite de savoir ce qu'est devenu son enfant disparu. Des hochements de tête approbateurs accueillirent ces paroles. Sœur Catherine, assise au premier rang, essuya discrètement une larme. Ma mère, Élise, est morte sans savoir que j'étais si proche. Cette fondation porte son nom pour honorer son amour, sa persévérance, et pour que d'autres familles puissent connaître un meilleur destin. Les applaudissements résonnèrent longuement après son discours. La soirée se poursuivit, entre émotion et célébration. Les promesses de dons affluaient, les partenariats se dessinaient, le projet prenait vie sous leurs yeux. Plus tard, quand la plupart des invités furent repartis, Sophie se retrouva seule dans le salon. Elle s'approcha du piano à queue qui trônait dans un coin. Ce même piano où François jouait la mélodie d'Élise ce fameux soir de novembre. Elle s'assit sur le tabouret, effleura les touches. Elle n'avait jamais joué, du moins pas dans cette vie. Pourtant, ses doigts semblaient se souvenir. François la rejoignit silencieusement, s'asseyant à côté d'elle. « Tu veux essayer ?» demanda-t-il doucement. Sophie acquiesça, plaçant ses mains sur le clavier comme si elle l'avait fait toute sa vie. Lentement, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance, les notes de la mélodie d'Élise s'élevèrent dans l'air, cette berceuse qui l'avait ramenée à la maison. François l'observait, stupéfait. « Tu n'as jamais pris de cours. Comment ? » ?»« Je ne sais pas, » murmura Sophie, aussi surprise que lui. « Mes doigts se souviennent, même si mon esprit a oublié.
C'était comme si son corps avait préservé ce que son esprit avait perdu, comme si la musique avait été gravée non pas dans sa mémoire, mais dans son âme même. Les dernières notes s'éteignirent doucement, laissant place à un silence empreint d'émotion. « C'était magnifique, » dit François, la voix nouée. Sophie sourit. « C'est étrange. Quand je joue cette mélodie, je ne ressens plus de tristesse, plus de vide. C'est comme si elle était là, avec nous. » François passa un bras autour de ses épaules. Elle l'est, d'une certaine façon, dans chaque note, dans chaque souvenir que nous partageons. Dans toi, ils restèrent ainsi un moment, père et fille, réunis après tant d'années de séparation. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être apaisé. Les blessures ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles pouvaient cicatriser, dehors. Le soleil couchant baignait les jardins d'une lumière dorée. La vie au château d'Elcourt avait repris son cours. Différente mais tout aussi précieuse, Sophie avait retrouvé son identité, son histoire, sa place dans le monde. Le lendemain, une lettre arriva de la prison où était détenue Véronique. Sophie hésita longtemps avant de l'ouvrir. Les mots étaient simples, directs, sans les manipulations habituelles de sa tante. « Je ne te demande pas pardon, je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que je suis fière de ce que tu deviens, de la femme que tu es, malgré ce que j'ai fait. Peut-être qu'un jour, tu pourras venir me voir. Peut-être pas. Dans tous les cas, vis pleinement la vie qui t'a été rendue. C'est tout ce que je peux te souhaiter maintenant. V. » Sophie replia soigneusement la lettre. Le pardon viendrait peut-être un jour. Pour l'instant, elle avait une vie à reconstruire, une identité à habiter pleinement, un avenir à façonner. Ce soir-là, avant de se coucher, elle s'approcha de la fenêtre de sa chambre. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles brillantes. Quelque part, parmi elles, Sophie aimait penser qu'Élise veillait sur elle. « Je suis rentrée, maman, » murmura-t-elle. « J'ai mis du temps, mais je suis enfin rentrée à la maison. » Et tandis qu'elle fermait les yeux, la mélodie d'Élise résonnait doucement dans son cœur, non plus comme un écho douloureux du passé, mais comme une promesse d'avenir. Une mélodie enfin retrouvée,